Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, ici Léa Mispoulet et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview cette fois-ci. Je sais que la notion de niche, persona ou encore cible est quelque chose d'abstrait, voire de compliqué pour beaucoup d'entre vous. Alors, j'ai décidé d'inviter une praticienne qui a fait le choix de se nicher pour en parler avec vous aujourd'hui. Et j'accueille donc sur Wellness Impact Claire Castagne, prof de yoga et coach de vie. Claire aide les femmes rondes à se sentir bien dans leur peau et dans leur tête pour oser vivre leurs rêves. Avec Claire, on a parlé de comment aujourd'hui elle fait pour avoir une activité rentable en ayant choisi une cible en particulier. Parce que vous allez voir que c'est possible. Et oui, je l'ai également interrogée sur le cheminement de sa cible, comment elle a choisi et pourquoi, l'importance de cibler ou non dans le monde du yoga et sa recette pour attirer à elle ses clients et ses clientes. Claire nous partage aussi ses astuces marketing et communication. Alors prenez des notes car Claire a été hyper généreuse sur ce coup-là. Allez, c'est parti. Salut Claire! Salut Léa! Ça va? Très bien, je suis ravie de te retrouver. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je sais aussi que tu as gravi le froid, la pluie. Tous les éléments. Tous les éléments se sont déchaînés. C'est ça, comme toi. Hein. C'est bien, ça t'a mis en forme. Exactement, on est bien réveillés comme ça. Bon alors Claire, j'avais envie de t'inviter parce que au-delà de tes valeurs et de ce que tu dégages, qui est de toute façon très important quand je reçois quelqu'un que tu m'inspires, tu vois. J'aime ton univers et ce que tu transmets à tes clientes, à tes clients à travers ta pratique. Et du coup, je me suis dit que ça serait vraiment chouette qu'on puisse partager ça sur Wellness Impact. Donc, je vais te demander justement de te présenter comme tu le souhaites à nos auditeurs et à nos auditrices. Oui, alors d'abord merci. Donc moi, c'est Claire Castagne. J'aide les femmes rondes à s'épanouir par le yoga et le coaching de vie. Et je forme aussi les professeurs de yoga à adapter leurs cours aux élèves en surpoids. On est OK sur le positionnement, là. Je pense que la niche est assez claire. J'ai bien travaillé mon pitch, t'as vu ? Ah ouais, franchement, canon, quoi. Ah, elevator pitch, 1 minute, bim, on arrive au 3e étage, c'est bon, j'ai tout dit. Non, mais ce qui est là, ce qu'on voit vraiment, c'est que t'as vraiment bossé le truc et qu'on sait ce que tu fais, c'est clair, quoi. Oui. Parce que tu sais, la plupart des praticiens et des praticiennes que nous, on a, c'est pas toujours très clair Non. ce qu'ils font. Et puis, c'est vrai que c'est un exercice, de faire un pitch. C'est pas évident, hein. Il faut savoir résumer, mais avant de formuler, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse et pourquoi on veut le faire. On est d'accord. Et comment t'as fait, du coup, pour faire ton pitch ? Alors, il change un petit peu au fur et à mesure, mais... Tant mieux. Déjà, en fait, ça a été tout un processus. Du coup, je vais revenir peut-être en arrière, si je peux parler un peu plus de mon histoire pour dire comment j'en suis arrivée là. Bien sûr. Puisque le pitch, en fait, c'est que le reflet de tout ce qu'il y a derrière, qui a pris des années, en réalité. Hein. Moi, j'aime bien montrer l'envers du décor, parce que souvent, on voit le résultat final, un entrepreneur qui réussit, entre guillemets, selon certains critères, on se dit « Waouh, trop bien, il a de la chance, et pourquoi moi, j'y arrive pas ?» Sauf qu'on ne voit pas derrière toutes les galères, le temps qu'il y a eu, les éventuels échecs ou les difficultés. Et moi, je parle vraiment très librement de ça parce que je trouve que c'est important, ça dédramatise les choses, ça déculpabilise. Et puis pour moi, le seul vrai échec, c'est pas de pas réussir un projet, c'est simplement d'abandonner complètement en fait.
complètement d'accord. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux justement nous raconter ce cheminement que tu as eu pour en arriver à ce pitch elevator de la mort qui tue? Oui, bien sûr. Alors déjà, prof de yoga et coach de vie, ce ne sont pas mes premiers métiers. Je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, notamment depuis le Covid, c'est une reconversion, puisqu'auparavant, j'étais ingénieure commerciale dans le marketing digital, ce qui me sert encore, et conseillère professionnelle dans la banque. Et là aussi, c'est une autre casquette qui me sert, puisque j'accompagnais les entreprises à se développer par des financements, etc. Donc, le commerce, c'est aussi quelque chose de très important quand on se lance à son compte. Et je sais que les entrepreneurs du bien-être ont pas mal de difficultés en général parce que l'argent, c'est tabou, on n'ose pas en parler, on n'ose pas se vendre, on ne sait pas comment faire. Donc, voilà. Du coup, j'ai quand même commencé en 2020, en janvier, à lancer mon premier blog, à l'époque qui s'appelait heureuxcoach.fr, qui est devenu Yoga Ronde, pour s'aligner justement avec ce positionnement. Et au départ, comme moi-même, j'avais souffert de plus de 10 ans de compulsions alimentaires, donc tout ce qui est boulimie, hyperphagie, et que ça a été évidemment une souffrance énorme, j'ai voulu aider les femmes à en sortir grâce au coaching de vie, ou en tout cas à aller mieux étape par étape. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en parallèle, j'ai commencé à me former comme prof de yoga, mais plus par intérêt perso, parce que ça faisait 15 ans que je pratiquais, que pour me dire je vais être prof. Et surtout qu'ayant quelques rondeurs, je m'étais dit, mais quand je vais dire, si je suis prof, quand je vais dire mon métier, les gens ils vont me regarder comme ça de haut en bas, ils vont dire, toi, prof de yoga. Ouais, les stéréotypes en fait. Exactement. Ouais. Surtout que j'avais déjà souffert parce que dans le passé, j'étais plus grosse et j'ai souffert de ça en fait, du regard des autres, des hommes, des jugements, etc. Donc j'avais peur de revivre ça. Et en fait, pendant la formation, donc j'ai adoré évidemment. Et un jour, une des formatrices m'a dit ah mais Claire, tu ferais une super prof de yoga. Et là, j'ai eu des étoiles qui se sont allumées dans les yeux, dans le cœur, partout, ça pétillait. Et je me suis dit, mais oui, en fait, une amie me l'avait déjà dit peu de temps avant, mais il fallait que je le réentende pour peut-être m'autoriser, en fait, à vivre ça. Et j'ai ajouté cette nouvelle casquette à ma reconversion, qui a fini par prendre le pas, puisque je continue à faire du coaching. Et ce que j'aime bien, c'est mélanger un petit peu les compétences. Par exemple, quand je forme les profs, c'est un peu une casquette de coach que j'endosse pour les aider. Voilà, donc c'est un petit peu long, je suis désolée. Mais attends, on a tout le temps, il n'y a pas de problème. Et quand tu disais que tu coaches aujourd'hui, donc j'imagine que les profs de yoga, ils te demandent en permanence, mais comment tu fais, Claire, pour vivre de ton activité? Oui, bien sûr. Et là encore, c'est un processus. C'est-à-dire que moi, mon objectif de chiffre d'affaires n'est pas encore complètement atteint, puisque vivant proche de Paris, j'ai quand même des charges très hautes et que le chiffre d'affaires n'égale pas le revenu. Je tiens à le rappeler pour ceux qui se lancent. Attention, c'est une erreur de ne pas confondre, parce qu'on enlève vite fait un quart avec l'URSSAF et compagnie. Attention, c'est une banquière qui vous... C'est ça. Attention aux découverts. Et du coup, là encore, c'est un processus en développement, mais je pense être sur la bonne voie, puisque de plus en plus par exemple, d'écoles de yoga font appel à moi pour former leurs profs. Là, je suis en train d'ouvrir un 4e créneau dans ma ville de cours que j'organise toute seule en louant la salle, etc. Et voilà, donc en fait, la première phase, ça a été de faire du volume, c'est-à-dire d'accepter beaucoup de cours de yoga, ce qui m'a aussi permis de faire mon expérience pour voir ce que j'aimais, à qui j'aimais m'adresser, etc. Et puis, avec les mois et les années passant, j'ai écrémé en virant les cours trop loin de chez moi, les cours malheureusement trop mal payés, qui sont quand même la majorité. Et pour vivre d'un métier, en général du bien-être, je pense que c'est quand même assez compliqué. Parce que, voilà, en tout cas, prof de yoga, si on donne un cours, c'est payé 1 heure, mais on compte pas l'heure éventuelle de trajet pour y aller, pour revenir, le petit quart d'heure avant pour accueillir les élèves, les questions-réponses à la fin du cours, le temps de préparation du cours. Donc en fait, on se retrouve à être même pas au SMIC, et sachant qu'on peut pas non plus faire 35 heures de cours par semaine, parce que ça voudrait dire x2 en rajoutant les transports et le reste. Donc comment on fait ? Moi, la réponse, et de toute façon, j'avais commencé par le web, ça a été le en ligne, en fait. Ça a été complété avec des cours, des programmes en ligne pour dissocier le temps de l'argent. C'est-à-dire qu'un
un cours en présentiel ou même un cours via Zoom en ligne, c'est moi, c'est 1 heure de mon temps et je vais être limitée en termes de revenus. Alors que si j'enregistre un programme ou que je fais un coaching de groupe en ligne, par exemple, je peux avoir 100 élèves et mon revenu va augmenter. Et si jamais j'ai un pépin de santé, si jamais je veux prendre des vacances, ça me permet aussi d'avoir un business qui tourne, entre guillemets, parce que c'est pas non plus automatique. Il ne faut pas croire non plus toutes les promesses des formations marketing. Oui, vous ferez de l'argent en dormant, tout ça. Ok, mon Dieu. Mais avant d'avoir dormi, faut avoir bossé quand même. C'est clair. Alors, tu sais ce que c'est, Léa. Ah, complètement. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir, Claire, sur quelque chose que tu as dit, parce que tu as dit c'est compliqué pour un ou une prof de yoga de vivre de ses cours en présentiel, j'entends. Alors, moi, j'ai envie de te dire, ça dépend. Parce que tu vois, j'ai des profs de yoga et de pilates aussi, qui vivent à 100% de leur activité en physique. C'est vrai. Après, ça dépend. Et toi, tu t'es dit, j'ai aussi envie de peut-être de diversifier finalement. C'est vrai, tu as raison, c'est personnel en fait. C'est bien de me reprendre là-dessus parce que ça risquerait de mettre une barrière pour ceux ou celles qui m'écoutent. Et en réalité, je connais aussi de nombreuses profs qui vivent de leur activité. Alors souvent, ça nécessite quand même de faire, en général, c'est autour de 20 heures par semaine de cours. Après, c'est pas mon rythme à moi, voilà. Et j'ai du mal aussi à regrouper parce que ça nécessite de faire 3-4 heures quasiment au même endroit. Voilà. Mais effectivement, c'est possible et c'est vraiment une question de choix. Et je pense que c'est important de savoir, quitte à tester ce qu'on aime, son énergie. Est-ce qu'on préfère travailler tôt le matin, tard le soir ? Souvent, dans les professions du bien-être, je pense que c'est pas que prof de yoga, c'est en général, il faut être disponible quand les autres le sont. Et donc, ça va être souvent soit le matin, soit le midi, soit soir et week-end. Et c'est aussi se poser ces questions-là. C'est qu'en est-il de ma vie personnelle, ma vie de famille ? C'est pas toujours évident. C'est clair. Et si on se met pas soi en priorité, on a vite fait de s'épuiser, d'être frustré, d'être malheureux. Et je connais aussi des profs de yoga qui ont arrêté, en tout cas qui ont repris une activité salariée, quitte à continuer quelques cours à côté, parce que après tout, ça peut aussi être une profession en plus d'une autre. On n'est pas obligé d'être 100% à son compte dans nos métiers. Donc, c'est clair. Et tu me fais la transition parfaite, Claire, pour parler d'entrepreneuriat, justement. Oui. Parce que c'était ta première expérience, me semble-t-il, à ton compte. Oui. Donc, alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la révolution. Moi qui ne jurais que par le salariat, les 35 heures, les congés payés, j'aimais bien mon petit confort. Les RTT. C'est ça. Ce qui n'empêche pas beaucoup d'intensité aussi, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, j'aimais bien ce cadre. Et en fait, je pense que c'est pas l'entrepreneuriat que j'ai choisi, c'est plutôt la passion, le moteur. Et je pense que c'est ça, pour avoir écouté énormément d'autres entrepreneurs parler de leur vécu. Je pense que si on n'a pas cette passion, ce feu sacré, ça risque d'être compliqué à un moment donné. C'est clair. Après, pour le coup, c'est 95% des personnes qui ont vraiment cette mission de vie incarnée pour faire ces métiers-là, c'est certain. Voilà, surtout dans le bien-être. Je pense qu'on est vraiment dans des métiers passion où à la fois on a l'impression d'aider les autres. Enfin, c'est pas qu'une impression, on fait du bien aux autres et ça nous fait du bien aussi à nous-mêmes. Mais attention à ne pas confondre les deux. Par exemple, pour le yoga, il y a une différence entre donner un cours où parfois on montre, mais parfois non. Et je suis en train d'essayer de montrer de moins en moins à mes élèves. Mais justement, pour ne pas confondre avec sa propre pratique. C'est-à-dire que c'est très important de conserver un temps pour soi, de pratique du yoga, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire faire des postures nécessairement, mais en tout cas, c'est pas pratiquer en donnant un cours, c'est pas de la pratique, c'est de l'enseignement. Et voilà. Et donc, pour tous les entrepreneurs du bien-être, je pense que c'est important aussi de garder un temps pour soi, pour se ressourcer, quel que soit le moyen choisi. Et aussi, peut-être, pour se faire accompagner. Par exemple, un coach ou un hypnothérapeute, je pense qu'ils doivent aussi se faire superviser. Normalement. Voilà. Donc c'est important aussi d'avoir ce suivi-là, que ce soit pro ou perso, à titre perso, si on a besoin. Enfin, en général, c'est bien d'avoir fait un travail sur soi quand on se lance dans ce type de métier pour être aligné, je pense. Et pour toi, c'est quoi être un entrepreneur ou une entrepreneuse du bien-être ? C'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ?
Oui, alors ça rejoint un peu ces deux idées qui sont la première, le côté passion, hein, le côté on fait ce qu'on adore. Mais la difficulté de ça, c'est que les frontières sont très floues entre le pro et le perso. Par exemple, l'autre soir, je me faisais la réflexion en lisant dans mon lit un livre sur la yoga thérapie. Je me suis dit, mais est-ce que là, je suis en train de bosser ou est-ce que je me fais plaisir? Et en fait, c'est un peu des deux. Donc, c'est souvent comme ça. Les zones sont floues. Et pareil, si on va sur les réseaux sociaux, si on met pas un minuteur, si on cadre pas, eh bien, on peut passer des heures, que ce soit à scroller sur Instagram un peu pour soi, et en même temps pour poster du contenu, pour faire des stories. Donc, finalement, c'est comme si on s'autorisait jamais à couper complètement pour pouvoir vraiment se reposer. Donc, c'est à la fois super parce que moi, chaque jour, je me réveille en me disant « mais j'adore ce que je fais, j'ai tellement de chance ». Et ça peut être un piège parce que si on n'a pas une autre passion à côté, eh bien, on peut garder son ordinateur ouvert toute la journée et continuer à bosser pour un peu qu'on soit célibataire sans enfant, sur tout son temps libre, quoi. Ouais, non, c'est certain. J'aimerais maintenant revenir sur le pitch dont tu parlais, parce que tu as choisi une niche. Et tu vas pouvoir nous en parler, même si tu parlais tout à l'heure de ton fameux pitch elevator. Est-ce que tu avais, avant de te lancer, cette idée de cibler un public? Alors, je savais en théorie qu'il fallait trouver une niche, que c'était mieux, mais j'étais incapable au tout début. Je me souviens avoir fait analyser mon blog quand c'était encore le premier blog et tout. Et en fait, j'écrivais sur ce que j'aimais, sur ce qui m'intéressait, développement personnel, etc. Mais je savais pas, j'avais plusieurs idées sur quoi accompagner les gens, mais entre le sport, qui peut être une routine, pour moi, ça a toujours été facile, arrêter de fumer, guérir des troubles du comportement alimentaire, j'étais un peu perdue. Donc, je savais, j'avais ce pressentiment que c'était mieux, mais en fait, c'était tellement difficile que j'ai dû moi-même faire appel à une hypnothérapeute pour m'aider et qui a pris cette belle image d'un arbre qui pousse et qu'il faut laisser le temps à la nature, en fait, de développer ses racines, de pousser les branches. Et puis seulement à la fin, c'est les fruits. Et en fait, on peut pas, comme on dit, on peut pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. C'est un peu pareil pour la niche, en fait. C'est le temps de mûrir son projet, de regarder. Souvent, ça vient de son vécu, quand on se niche. En tout cas, je pense que ça a plus d'impact. C'est mon expérience personnelle. Après, c'est peut-être possible autrement. Mais de savoir sur quoi on peut accompagner, parce que soi-même, on a traversé cette difficulté-là. Et du coup, on se sent légitime. Et c'est plus facile aussi de faire ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire de parler de son histoire pour que les gens s'identifient et pour les inspirer. Et voilà. Et ceci explique pourquoi tu as choisi la niche et le compte Yoga Ronde, d'ailleurs. Et c'est par rapport à ton histoire, c'est ce que tu dis. Et aujourd'hui, comment ça s'est passé pour justement que tu crées ce pitch-là? Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu t'es, j'imagine, servi de tes études et tes expériences professionnelles précédentes? Comment t'as créé tout ça? Oui, après, c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, je n'arrête pas de me former, que ce soit en yoga ou en marketing. Et j'ai fait une formation de marketing dédiée aussi aux profs de yoga qui permet aussi de travailler ce fameux pitch. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'avant de formuler, il faut d'abord que ça vienne en soi, en fait. Il faut que ça germe et il faut que ça ait du sens. Il faut que ce soit un sujet sur lequel on se sente à l'aise pour produire du contenu pendant des mois et des années. Pas juste un sujet ponctuel et bim, on n'a plus rien à dire, en fait. Ça, c'est certain, parce qu'en plus, c'est effectivement un sujet qui doit être naturel à discuter, à évoquer, sur plein de formats différents, post, vidéo, podcast. Voilà. Peut-être la prochaine étape. Et aujourd'hui, est-ce que ton public est principalement des personnes de ta cible, de ta niche, ou pas du tout? C'est une bonne question parce que pas forcément. En fait, il y a un petit peu une différence entre le en ligne et la vraie vie. Et ça peut même, entre guillemets, me mettre un petit peu des bâtons dans les roues, dans le sens où mon blog, comme tu l'as dit, s'appelle Yoga Ronde. Et quand j'ouvre un nouveau créneau dans ma ville et que les gens vont voir mon site, ils pensent que c'est réservé aux femmes rondes. Et là, je leur explique, moi, mon message, c'est inclure et pas exclure. Donc oui, ma spécialité, c'est de m'adapter à toutes les morphologies.
Et d'ailleurs, j'ai créé un studio en ligne, Yoga Ronde, qui, lui, pour le coup, s'adresse spécifiquement aux femmes rondes. Mais dans la vraie vie, moi, mon plaisir, c'est d'accueillir chacun, c'est-à-dire hommes, femmes, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience en yoga. J'aime pas parler de niveau. et même s'il y a des particularités... Après, voilà, je suis pas spécialement formée, par exemple, pour le handicap ou ce genre de choses, mais peut-être un jour. Et je pense que pour revenir à la niche, souvent, le principal obstacle à se spécialiser, c'est qu'on a peur de se couper d'une partie. Et en réalité, c'est l'inverse qui se passe. Si on fait un calcul très pragmatique de combien on a besoin de chiffre d'affaires chaque mois pour vivre, qu'on fait un panier moyen, chaque client, chaque patient me rapporte tant, combien il me faut, moi, pour le coup, combien il me faudrait d'élèves par mois, je fais mon calcul, si j'ai une centaine d'élèves, c'est déjà très bien, et ça me suffirait pour en vivre. Et à partir de là, est-ce que j'ai besoin de toucher toute la France ? Non, sans élèves, c'est pas toute la France. Il y a de la place pour tout le monde déjà. Et ensuite, quand on s'adresse à un problème précis, les gens sont beaucoup plus facilement interpellés, sont prêts à acheter, parce que si on vend notamment des formations en ligne, qu'est-ce qui va déclencher l'acte d'achat ? Au début, j'ai fait l'erreur. Ma première formation en ligne, c'était sur la méditation. Elle s'appelait Méditation Relax, je crois. Et je parlais de choses assez générales comme les maux de dos, le burn-out, etc. Mais du coup, j'avais pas ciblé vraiment quelque chose de précis, quelque chose qui me correspondait à moi. Et donc, ça a fait un flop. Et voilà, j'en suis venue en fait à mon propre problème quand, dans un cours de yoga, le prof m'a corrigée dans une posture, la posture de la charrue. Donc, c'est une posture où on est allongé sur le dos, on a le bassin vers le plafond et les jambes par-dessus la tête. Et moi, j'avais spontanément ouvert les jambes pour pouvoir respirer plus confortablement entre la poitrine, le ventre et les cuisses. Et le prof m'a corrigée en me disant « Non, Claire, il faut serrer les jambes ». Donc, je pouvais le faire, sauf que j'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, ça a mis du temps à me monter au cerveau et à ce que je reconnaisse moi-même, de me dire, quelque part, je suis peut-être plus ronde, entre guillemets, que la majorité, on va dire, des profs de yoga. Et de faire de ça, non pas une faiblesse, mais une force, pour pouvoir aider d'autres personnes, parce que je me suis dit, mais moi, maintenant que j'enseigne, je ne veux pas que mes élèves se sentent comme ça, en fait, se sentent vexés, pas à leur place, voire même humiliés. Un prof qui corrige, qui met le doigt sur quelque chose qui, selon lui, ne va pas, alors que pour nous, on est juste bien, il n'y a pas de risque de se blesser. Pourquoi corriger, en fait ? Et voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin, qu'en France, je suis une des pionnières, on va dire, à faire ça. Aux États-Unis, ça fait 10 ans déjà qu'il y a des profs de yoga hyper plus size qui font des trucs incroyables en termes de posture et aussi d'accompagnement. Donc je suis contente que ça se développe et c'est aussi pour ça que je forme d'autres profs à adapter leurs cours parce que avec la moitié de la population européenne en surpoids, c'est, je pense, une nécessité. C'est évident. Mais merci pour ce que tu fais d'ailleurs. Bon, avec plaisir. Tu agis, tu vois. Oui. Tu contribues à ta manière sur les sujets qui, toi, t'animent et te tiennent à cœur. Donc merci pour ça déjà. Merci, c'est gentil. Comment tu as fait pour que ton offre ou tes offres collent hyper bien aux besoins de ta niche ? Ça, il n'y a pas de recette miracle, à part, je dirais, déjà développer une liste email, en tout cas pour la partie en ligne, ce qui permet d'interroger sa liste en faisant un sondage pour savoir quels problèmes ils rencontrent et comment on peut les aider, et à partir de là, construire une offre. Donc c'est ce que j'ai fait, mais encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, je vais faire le studio Yoga Ronde. Non, je crois que c'est mon 10e lancement, en 2-3 ans seulement, donc... je me suis pris pas mal de claques aussi, avec des offres que je faisais plus par rapport à moi, à mes envies, et moins par rapport aux besoins de ma cible. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester. Il ne faut pas se remettre en question personnellement en se disant « je suis nulle ». Si ce qu'on propose ne fonctionne pas, c'est juste qu'on a tapé à côté, c'est pas grave, ça arrive. Et si on ne fait pas, on ne saura jamais de toute façon. Donc, le mieux, c'est de tester, de voir... et petit à petit d'amplifier. Si on voit que ça marche, on continue, on améliore, on grossit le truc. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour les formations de profs de yoga. J'ai commencé un petit peu désespérée par un énième lancement qui n'avait pas marché.
Et je me suis dit, bon, ok, je vais sonder un petit peu sur Instagram, voir les profs de yoga. Est-ce que ça vous intéresse d'adapter vos cours, etc. Oui, non. Oui, inscrivez-vous sur ma liste. Comme ça, j'ai pu voir que j'avais, je sais plus, peut-être une quarantaine de personnes. Et finalement, j'ai fait un premier atelier d'1 heure à 20 profs qui ont souscrit. Et depuis, c'est devenu des formations dans la vraie vie. C'est devenu des lancements. Il y a 2 promos par an, donc la prochaine au mois de mars. Avec des coachings en live et voilà, et c'est super en fait. Donc voilà. Est-ce que tu penses que tous les profs de yoga devraient cibler ? C'est une bonne question. Je suis pas sûre. Je pense que c'est très personnel. Que oui, la niche, c'est quand même une stratégie marketing, mais le yoga, c'est quand même un art millénaire. Et il y a déjà plein de styles de yoga au point qu'on s'y perd un petit peu. Presque, il y aurait un style par prof. C'est un petit peu ça. Donc, la niche, déjà, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit on répond à un problème, par exemple le manque de confiance en soi, soit on s'adresse à une catégorie de personnes spécifiques. Ça peut être un petit peu des 2 ou ça peut être aucun des 2. On peut très bien faire des cours de yoga et point, et c'est super. Moi, mon formateur, il fait du hatha yoga et il n'a pas une niche. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est le hatha yoga, enfin c'est un peu traditionnel et on va dire authentique, même si voilà, je respecte tous les styles, mais non, je pense que c'est pas une obligation, non. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi de se nicher ? Est-ce que c'est une obligation ? Non, je pense que c'est pas une obligation de se nicher, mais ça dépend de ce qu'on veut faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de profs de yoga. Oui. Même s'il y a des besoins, qu'il y en ait beaucoup, il y a un besoin, donc il y a une offre, c'est ça, ou des offres, donc des personnes, là, pour le coup, plus que des offres. Je pense pas que ce soit une nécessité. En revanche, je pense que ça facilite le fait de vivre de son activité. Oui. Si je te retourne la question, si toi, tu t'étais pas niché, est-ce que tu penses que ton chiffre d'affaires aurait été le même ? Non, ou alors peut-être différemment, c'est-à-dire d'une façon qui m'aurait épuisée à terme de faire 15 heures de trajet par semaine pour donner des cours payés au lance-pierre et voilà. Ouais, tu vois, c'est ça en fait. C'est que quand tu choisis en plus une reconversion professionnelle, c'est pas pour retomber dans un burn-out et un épuisement mental plus. Ouais. Donc je pense, oui, que ça facilite la réussite entre guillemets. La réussite entre guillemets parce qu'elle est très subjective. J'en parle beaucoup dans mes podcasts de la réussite, tu vois. Ouais. Donc moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est pas forcément une nécessité, mais je le recommande fortement quand même pour des personnes qui n'ont pas le temps de tester 1 milliard de choses, tu vois, qui n'ont pas 5 ans devant eux pour gagner leur vie. C'est ça. Tu vois ? Oui. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que, en tout cas, si on veut vivre de son activité, c'est important de se poser les bonnes questions pour être efficace. Mais ce que j'observe surtout, c'est que tu parles plus. Ça fait plusieurs fois que tu dis le mot objectif. Tu as quand même un cap devant toi qui tient, quoi. Ah oui. Bah oui, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire un projet d'émission création d'entreprise grâce à la loi Macron, ce qui m'a permis de me lancer parce qu'on ne part pas de 0 à 2 000 € par mois quand on se lance. Et donc, si je n'avais pas eu le chômage derrière, j'aurais jamais pu faire cette reconversion. Donc, si vous êtes salarié depuis 5 ans sans interruption, vérifiez bien tous les critères, vous trouverez facilement en ligne. Mais si l'entreprise vous refuse une rupture conventionnelle, ce qui a été mon cas, heureusement, j'ai pu, grâce à ce projet qui a pris quand même quelques mois, faire une démission en ayant droit au chômage, ce qui permet de compléter le chiffre d'affaires et ce qui prolonge aussi le chômage. Donc en fait, ça donne un cap, puisque là, moi, j'ai encore le chômage en complément, qui se prolonge, parce que tant que je déclare, forcément, ça continue. Mais un jour, ça va s'arrêter. Et c'est vrai que là, je me dis, pour l'instant, je suis plutôt zen. Mais si j'ai pas un minimum de revenus entre guillemets fixes avec les cours, avec les formations, voilà, je sais que je pourrais toujours revenir au salariat, mais c'est vraiment pas ce que j'ai envie. Donc il n'y a pas de raison. Voilà. Tu sais ce que tu veux faire, donc t'as le cap. C'est ce que je disais juste avant, c'est que t'as un cap, il y a pas de raison. Donc ça te fait peur de plus avoir de chômage là ? Bah oui, après, oui, je me dis que là, ce sera la vraie vie d'entrepreneur. Oui, mais tu bosses pour, justement, ne pas te retrouver dans une situation un peu délicate. C'est ça. Et en fait, ce qui est super, et de manière générale avec l'entrepreneuriat, c'est que ça me met un peu le nez dans, entre guillemets, le caca. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu sans regarder mes dépenses, en me disant, c'est bon, je suis large.
Ce qui veut pas dire que j'étais à découvert et tout. Tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'apprends à faire un budget, quoi. Enfin, ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui a bossé dans la banque, mais à titre perso, de me dire, OK, je gagne tant, je dépense combien par mois, charge fixe, charge variable. OK, maintenant, combien est-ce que je veux vraiment dépenser? Qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux réduire? Et en fait, c'est en faisant ça où je me donne un sentiment de maîtrise un petit peu plus fort et en me disant, ma priorité, c'est ça, en fait, c'est la liberté. C'est pouvoir continuer mon activité parce que j'aime tellement ce que je fais. Et j'ai l'impression que c'est ma voie, en fait. J'ai l'impression que je suis à ma place. Et donc, j'essaie aussi de me dire que si c'est le cas, comme tu dis, il n'y a pas de raison. Et tout ira bien. Voilà. Alors Claire, moi ce que j'aimerais pour finir cet épisode un peu en beauté, est-ce que tu aurais un conseil, un hack à donner à une personne qui est aujourd'hui installée et qui a besoin d'énergie, de motivation là pour continuer? Oui, en fait, c'est de savourer chaque étape et de se féliciter pour tout le chemin déjà parcouru. Je pense que c'est vraiment important de prendre des moments, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par trimestre, de vraiment se bloquer 1 heure ou plus pour regarder en arrière, lister tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, aussi ce qui n'a pas marché et pourquoi, pour mieux avancer par la suite, voir quels sont les projets vers lesquels on a envie d'aller et pas accepter tout et n'importe quoi parce qu'on a vite fait d'être très sollicité et puis si on dit oui à tout, finalement, est-ce que c'est vraiment là où on veut aller? Et voilà, se reconnecter aussi régulièrement à ce feu sacré, à cette mission. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et je pense que c'est ça le vrai moteur et c'est OK d'avoir des moments de découragement. Appelez un ami, encore mieux si c'est un ami entrepreneur. Trouvez-vous un copain entrepreneur, une copine entrepreneuse. Franchement, c'est top, ça soutient énormément parce qu'on se comprend, on sait les difficultés et puis on se sent moins seul. Voilà, il faut s'entourer, donc ça fait beaucoup de conseils, donc je vais m'arrêter là. Et toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter? J'allais dire la sérénité. Waouh. Alors, je te souhaite beaucoup de sérénité pour 2024. Merci beaucoup. Et pour les années à venir, bien sûr. Et toi, Léa, qu'est-ce que c'est ton souhait? Moi, je dirais l'apaisement. Ah, on n'est pas loin. Beaucoup d'apaisement alors pour 2024 et toutes les autres années derrière. Allons-y. C'est parti. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver tes actus, tes programmes en ligne et tout ça? Oui, alors mon site yogaronde.fr. Tout aussi dans ma bio Instagram Yoga Ronde et j'ai une chaîne YouTube également si vous voulez pratiquer Yoga Ronde. C'est facile, comme ça se prononce, tout attaché. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Léa, merci à tous, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.